Je m'appelle Johanna Sinclair. J'ai 37 ans. Le soir où je suis rentré avec un avis de licenciement plié dans mon sac, ma sœur ne m'a pas demandé si j'allais bien. Elle m'a demandé qui allait payer son prêt voiture. Ma mère a hoché la tête comme si c'était une première question raisonnable. Mon père est entré dans ma chambre, a sorti un carton du placard et a commencé à emballer mes affaires, là, devant notre tante, devant la voisine assise sur le canapé avec une tasse de thé encore chaude dans les mains. Il a dit que ma sœur avait plus besoin de ma chambre que moi. Je suis resté dans ce couloir, tenant 15 ans de paiement d'hypothèque, de primes d'assurance et de traite de voiture à mon nom, et rien de tout cela n'avait d'importance. Ce qu'il ne savait pas, ce qu'aucun d'eux ne savait, aurait pu tout changer. Mais le temps qu'ils l'apprennent, j'étais déjà parti. Avant de vous ramener à cette nuit-là, j'apprécierais que vous aimiez cette vidéo et que vous vous abonniez. Dites-moi en commentaire d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Maintenant, laissez-moi vous ramener à un mardi soir de mars. La nuit où tout s'est effondré. Les lumières fluorescentes de la salle de conférence chez Ashford & Grave bourdonnaient comme toujours. Mais ce mardi-là, elles semblaient plus fortes. Mon manager était assis en face de moi avec une représentante des RH que je n'avais jamais vue, un dossier entre eux, mon nom imprimé sur l'onglet. Restructuration à l'échelle de l'entreprise, a-t-il dit. Nous supprimons 40% de la division analyse. 12 ans dans cette entreprise. Pas une seule évaluation négative. J'avais apporté 3 de leurs 10 plus gros clients. Rien de tout cela ne rentrait dans le dossier. J'ai signé les papiers, pris la boîte qu'ils m'ont tendue. L'ironie de cette boîte ne m'a frappé que plus tard. Et je suis sorti avant midi. Dans le parking couvert, je suis resté assise dans ma voiture pendant 11 minutes. J'ai compté. Puis j'ai appelé Greg Whitmore, mon associé. Je viens de me faire licencier, ai-je dit. Il n'a pas hésité une seconde. Alors c'est le moment, Joe. L'entreprise est prête. Le bureau d'Austin attend. Quand est-ce que tu descends? J'aurais dû dire demain. J'aurais dû dire ce soir. Au lieu de ça, j'ai répondu, laisse-moi d'abord rentrer à la maison. Laisse-moi le dire à ma famille. Greg est resté silencieux un instant. Joe, tu es sûr? Je ne l'étais pas, mais j'ai quand même roulé jusqu'à Carterville. 45 minutes au sud sur LIE 75, en passant devant le Walmart, devant l'église baptiste, devant la boîte aux lettres Sinclair au bout d'une allée de gravier. La même boîte aux lettres que mes paiements d'hypothèque maintenaient debout. Quand je me suis garé, j'ai compté les voitures, celles de mes parents, celle de Megan, la vieille Buick de tante Patty, la berline de Madame Dawson d'à côté. 4 voitures signifiaient qu'il y avait du monde. Du monde signifiait des témoins. J'ai pris mon sac et je me suis dirigé vers le Porsche, répétant encore comment j'allais le dire. Quelque chose de calme, quelque chose qui ne les inquiéterait pas. Je n'ai pas eu cette chance. La porte moustiquaire n'avait même pas fini de se refermer derrière moi que la voix de Megan est venue du salon. Alors c'est vrai, tu t'es fait virer? Elle était assise en tailleur sur le fauteuil relax, téléphone à la main, me regardant comme on regarde un accrochage sur l'autoroute. Curieuse, pas inquiète. Licenciée, ai-je corrigé. Il y a une différence. Peu importe. Megan s'est tournée vers ma mère. Maman, je te l'avais dit. Qui va payer mon prêt voiture maintenant? Ma mère, Linda Sinclair, était assise sur le canapé à côté de tante Patty, avec une assiette de carré au citron entre elles. Madame Dawson, la voisine, occupait le fauteuil près de la fenêtre. 3 femmes, 3 témoins, et aucune n'a tressailli à ce que Megan venait de dire. Ma mère a posé sa tasse de thé. Johanna, assieds-toi. Il faut qu'on parle. Son ton n'était pas inquiet. Il était administratif, comme si elle présidait une réunion sur un déficit budgétaire. Et j'étais le budget. Comment est-ce que vous le saviez déjà, ai-je demandé. Megan a haussé les épaules. La petite amie de Tyler travaille à l'accueil chez Ashford. Elle m'a envoyé un texto ce matin. Ils savaient depuis des heures. Ils étaient restés dans ce salon, avaient mangé des carrés au citron et discuté de mon licenciement avant même que j'aie vidé mon bureau. J'ai regardé tante Patty. Elle fixait sa tasse. Madame Dawson faisait semblant de lire quelque chose sur son téléphone. Johanna, a répété ma mère. Assieds-toi.
Je me suis assise. Megan s'est penchée en avant. Tu aurais pu au moins nous prévenir. J'ai un paiement vendredi. J'ai failli rire. Presque, parce que l'absurdité de la situation était si complète, si parfaitement mise en scène qu'elle semblait répéter. Mais Megan ne répétait rien. Elle disait simplement ce qui la servait en premier. Revenons un peu plus loin, car ce salon ne s'est pas construit en une nuit. J'ai obtenu mon diplôme de finance à l'Université de Géorgie à 22 ans, avec une offre d'emploi chez Ashford & Grave qui commençait 3 semaines après la remise des diplômes. Ma grand-mère, Ruth Sinclair, aujourd'hui âgée de 84 ans et toujours aussi vive qu'un contrôle fiscal, avait fait 2 heures de route pour me voir traverser la Seine. C'est elle qui avait épinglé le pompon sur ma toque ensuite. « Tu vas bien t'en sortir, Johanna » m'avait-elle dit. « Aide ta famille quand tu peux, mais souviens-toi, aider et se faire utiliser sont 2 choses très différentes. » Je m'en suis souvenu pendant un temps. Ça a commencé petit. 500 $ par mois virés sur le compte de mes parents, courses, factures d'électricité, celles que Megan laissait impayées quand elle avait abandonné le community college. J'avais 23 ans et ça me faisait du bien. Honnêtement, ça me donnait un sentiment d'utilité. Puis mon père, Ray, a reçu un diagnostic de diabète de type 2. Il avait 51 ans, travaillait à plein temps à la Syrie. L'assurance de son employeur couvrait le minimum jusqu'à ce que la Syrie le passe à temps partiel à 57 ans. Sa couverture a disparu. J'avais 29 ans. J'ai pris en charge sa prime, 780 $ par mois. À 32 ans, il arrivait à peine à suivre l'hypothèque de la maison. Ma mère ne travaillait pas. Megan non plus. Ou alors brièvement, entre de longues périodes sans emploi. J'ai pris l'hypothèque en charge, 2400 $ par mois. Je l'ai mise en prélèvement automatique comme tout le reste. J'ai fait le calcul une fois. Sur 15 ans, j'ai envoyé environ 340 000 $ à la maison. Je ne l'ai jamais mis dans un tableur. Je n'ai jamais imprimé de reçu. Je n'avais pas besoin de reconnaissance, mais je pensais qu'au minimum il le savait. Je pensais qu'il le ressentait. Il ne le ressentait pas. 2 ans avant le licenciement, ma mère m'a appelé pour la voiture. Megan voulait un nouveau SUV à 38 000 $. Elle n'avait ni économie, ni revenu stable, et un score de crédit qui ne lui aurait pas permis d'obtenir une carte de bibliothèque. La solution de ma mère était simple, je cosignerais le prêt. Non, ai-je dit. Megan doit construire son propre crédit. Je l'aiderai pour l'apport, mais je ne cosignerai pas. Ce qui a suivi, 2 semaines de silence. Pas d'appel, pas de texto, rien de ma mère, rien de mon père, et un post Facebook passif-agressif de Megan, certaines personnes oublient d'où elles viennent dès qu'elles pensent être meilleures que tout le monde. Puis tante Patty a appelé, ta mère raconte à l'église que tu as abandonné ta sœur. J'ai tenu le téléphone et j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas, de la honte. Pas parce que j'avais fait quelque chose de mal, mais parce que dans ma famille, nom et trahison avaient toujours été écrits de la même façon. J'ai cosigné le prêt. Le jour où j'ai mis mon nom sur le contrat voiture de Megan, 650 $ par mois, j'ai fait autre chose. J'ai appelé Greg Whitmore, un collègue en qui j'avais confiance, et j'ai dit 4 mots, lançons notre propre entreprise. Il me proposait l'idée depuis 1 an, un cabinet de conseil financier boutique, clients petites entreprises, frais généraux réduits. Nous avons déposé les papiers la même semaine. Sinclair & Whitmore Financial Advisory. Mon nom en premier parce que Greg a insisté, tu es le moteur, Joe. Je suis le GPS. Je n'en ai pas parlé à ma famille. Pas parce que je le cachais, mais parce que personne ne me demandait ce que je faisais de mes soirées. Personne ne me demandait pourquoi j'étais en appel à 22 heures. Personne ne me demandait rien qui ne commence pas par « est-ce que tu peux » et ne se termine pas par un chiffre. Et donc l'entreprise a grandi dans l'ombre. Le temps qu'Ashford me licencie, Sinclair & Whitmore avait 2 ans, 4 employés, un petit bureau sur East City H Street à Austin, et une liste de clients que j'avais construite un par un, poignée de main après poignée de main. Chiffre d'affaires année 1, 180 000 $. Année 2, 340 000 $. Pas une fortune, pas un titre dans les journaux, mais de l'argent réel gagné par un vrai travail, prévision, stratégie fiscale, plan de restructuration pour des restaurants familiaux. Des garages automobiles et de petites entreprises de construction qui ne pouvaient pas se permettre les grands cabinets.
J'avais gardé mon poste principal parce qu'il me donnait une assurance santé et parce qu'on m'avait appris à jouer la sécurité. Mais la vérité, c'est que Sinclair & Whitmore pouvait me porter. Les chiffres étaient clairs. Voici ce qui me fait encore mal, j'avais un plan. Dans 6 mois, une fois que l'entreprise aurait atteint son prochain objectif de chiffre d'affaires, j'allais quitter Ashford de mon plein gré, m'installer à Austin à temps plein. Et avant de partir de Géorgie, j'allais rembourser entièrement l'hypothèque de mes parents. Tout d'un coup, un cadeau d'adieu qu'ils n'auraient jamais à rembourser. J'avais même rédigé la lettre que j'inclurais, c'est pour la maison. Prenez soin les uns des autres. Cette lettre était dans un dossier sur mon bureau, intitulé « Un jour ». Je l'ai supprimée la nuit où mon père a emballé mes affaires. Ma mère ne m'a jamais demandé une seule fois ce que je faisais après le travail. Mon père ne m'a jamais demandé si j'étais heureuse. Meghan ne m'a jamais posé une question qui ne commence pas par « Est-ce que tu peux ?» et ne se termine pas par un chiffre. Personne ne savait pour l'entreprise parce que personne ne regardait. Mais cette nuit-là, assise dans le salon de mes parents avec des carrés au citron, des jugements et 4 voitures dans l'allée, rien de tout cela n'avait encore d'importance. Le pire était encore à venir. Ma mère a croisé les mains. Elle faisait ça quand elle avait déjà pris une décision et voulait que ça ressemble à une discussion. Joanna, voilà la situation. Meghan a besoin d'une vraie chambre. Elle dort sur le canapé-lit en bas depuis des mois. Tu es à peine à la maison. Tu travailles tard. Tu voyages. Ça a plus de sens que Meghan prenne ta chambre. Tu veux que je déménage. Je veux que tu penses à ta sœur. Elle a marqué une pause, adouci son ton comme elle le faisait toujours quand elle voulait que la phrase tombe plus doucement qu'elle ne l'était. Tu avais un travail ? Eh bien, tu avais un travail. Maintenant tu vas devoir trouver un nouvel endroit de toute façon. C'est pratique. Meghan a remonté ses jambes sur le fauteuil relax. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas de mari. Tu es flexible. J'ai regardé tante Patty. Elle enfonçait son pouce dans la coudoir du canapé, fixant un poing sur la moquette. Madame Dawson avait arrêté de faire semblant de regarder son téléphone et restait simplement très immobile, comme les gens le font quand ils savent qu'ils assistent à quelque chose dont ils parleront plus tard. « Quand est-ce que vous avez décidé ça ?» ai-je demandé à ma mère. Elle n'a pas répondu. « Maman, quand ?» Cet après-midi. Cet après-midi. Pendant que j'étais encore à mon bureau chez Ashford en train de vider 12 ans de travail, ma mère réorganisait sa maison pour m'effacer. « Je suis allé dans ta chambre cet après-midi » a-t-elle continué presque nonchalamment. J'ai déplacé quelques cartons au garage pour commencer. Je me suis levé, j'ai descendu le couloir, j'ai ouvert la porte de ma chambre. La moitié de ma bibliothèque était vide. La photo encadrée de ma remise de diplôme, la seule photo de moi sur tous les murs de cette maison, avait disparu. Le trou du clou était encore là. Il n'avait même pas attendu. J'ai entendu des pas derrière moi. Mon père, Ray Sinclair, 64 ans, 1,85 mètres, avec ce genre de silence que les gens confondent avec du calme. Ce n'était pas du calme. C'était de l'évitement moulé en forme d'homme. Il est passé devant moi, est entré dans la chambre avec un carton plat. Il l'a ouvert, l'a posé sur le lit et a commencé à y mettre mes affaires, chemise pliée, une boîte à bijoux de grand-mère Ruth, un mug de mon premier jour chez Ashford. Papa. Il n'a pas levé les yeux. Papa, regarde-moi. Ses mains se sont arrêtées, mais ses yeux sont restés sur le carton. Ta sœur a plus besoin de cette maison que toi, Joanna. Tu t'en sortiras. Tu t'en sors toujours. Tu t'en sors toujours. 4 mots. Et dans ces 4 mots, toute l'architecture de la façon dont ma famille me voyait, Joanna paie l'hypothèque. Elle s'en sort. Joanna couvre l'assurance. Elle s'en sort. Joanna co-signe le prêt. Elle s'en sort. Joanna se fait licencier et expulser le même jour. Elle s'en sortira. Elle s'en sort toujours. J'ai regardé dans le carton. Posée sur mes vêtements pliés se trouvait la photo encadrée de ma remise de diplôme. Ma mère avait dû la décrocher ce matin-là. Alors qu'elle savait, alors que je ne savais pas, alors que j'étais encore employé et que je payais encore et que j'étais encore fine. Depuis le couloir, j'ai entendu Meghan ouvrir un onglet sur son téléphone.
Elle faisait déjà du shopping pour des rideaux. J'ai pris le carton, puis le deuxième déjà près de la porte. Je les ai portés jusqu'à ma voiture, un dans chaque bras, en passant devant le salon où ma mère était assise les mains encore croisées, devant tante Patty qui s'était à moitié levée du canapé comme si elle voulait dire quelque chose, mais qui s'est rassise quand ma mère la regardait. Personne ne m'a suivi dehors. Le gravier de l'allée a crissé sous mes pneus comme toujours. J'avais entendu ce son 1000 fois, en rentrant de l'école, de la fac, de journées de 12 heures à un bureau qui ne m'avait rien valu dans cette maison sauf le droit de continuer à payer. J'ai roulé 11 miles avant de m'arrêter sur le parking d'une station Chevron au bord de l'Highway 41. Moteur allumé, main sur le volant. Je suis resté là 10 minutes. Ce n'était pas le licenciement. Perdre un emploi fait mal, mais j'avais un CV, un carnet d'adresses et une entreprise à mon nom. Cette partie, je pouvais la régler dès le lendemain matin. C'était la photo. Ce clou nu dans le mur où ma photo de remise de diplôme était accrochée. Ma mère l'avait décroché avant même que je sache que j'avais été licencié. Ça voulait dire qu'elle avait regardé mon visage dans ce cadre, décidé que je partais, et enlevé le clou. 15 ans, 340 000 $, et il m'avait retiré des murs en un après-midi. J'ai appelé Greg. Le bureau d'Austin, ai-je dit. Il y a de la place pour moi. J'ai un bureau avec ton nom dessus depuis 6 mois. J'attendais juste. Je vais à l'hôtel ce soir. Je réserve un vol demain matin. Je viendrai te chercher à l'aéroport. Joe, tu vas bien? Je lui ai dit que j'allais bien parce que c'est ce que je fais. Après avoir raccroché, j'ai pleuré. Pas fort, pas de façon dramatique, juste assise sur le parking d'une station-service dans la campagne géorgienne avec 2 cartons dans le coffre et plus de maisons derrière moi. J'ai pleuré parce que j'ai réalisé qu'en 15 ans d'envoi d'argent, pas une seule personne dans cette maison n'avait pensé que j'étais digne d'être gardé. Moins d'1 heure après mon départ, Megan a accroché de nouveaux rideaux dans ma chambre. Je l'ai appris plus tard par tante Patty. Austin en mars sentait le cèdre, la pluie fraîche et quelque chose que je n'ai pas su nommer pendant les 3 premiers jours. Le 4e jour, j'ai compris, c'était l'absence. L'absence d'obligation. Greg est venu me chercher à l'aéroport un mercredi matin. Jeudi, j'avais une clé du bureau sur East City H, un ancien entrepôt transformé avec des briques apparentes, 4 bureaux et un tableau blanc couvert de l'écriture de Greg. Notre équipe, Lisa, Marcus, Devon et Priya. 4 personnes que j'avais embauchées lors d'appels Zoom tard le soir, assises dans une chambre que ma famille planifiait déjà de donner à quelqu'un d'autre. Bienvenue au siège, a dit Greg. Il a collé un panneau en papier au-dessus d'un bureau, Johanna Sinclair, cofondatrice. J'ai trouvé un appartement d'une chambre à 3 rue du Bureau, 600 pieds carrés, mur blanc, une fenêtre donnant sur un chêne. J'ai signé le bail le jour même et j'ai dormi sur un matelas gonflable cette nuit-là, fenêtre ouverte. Le lendemain matin, je me suis assise à mon bureau et j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis 15 ans, j'ai ouvert mon compte bancaire et j'ai regardé le solde sans en soustraire les dépenses des autres. Les prélèvements automatiques continuaient de tourner, hypothèque 2400 $, assurance de papa 780 $, voiture de Megan 650 $. Chaque mois, 3830 $ quittaient mon compte pour une vie qui venait de me dire de partir. Greg s'est appuyé contre l'encadrement de la porte. Tu continues à les payer, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu. Joe, ils ont emballé tes affaires. Je sais. Alors pourquoi? J'ai minimisé l'écran parce que dire à voix haute que j'espérais encore que quelqu'un appellerait pour s'excuser me faisait plus mal que de simplement payer. Personne n'a appelé. 14 jours. Je les ai comptés comme on compte les points de suture après une opération. Chacun tirait, chacun maintenait fermé quelque chose qui voulait s'ouvrir. Pas d'appel de ma mère. Pas de texto de mon père. Pas de message vocal de Megan demandant où j'étais, si j'avais mangé, si j'avais un toit sur la tête. Le 10e jour, j'ai fait l'erreur d'ouvrir le groupe de discussion familiale. Megan avait posté une photo, mon ancienne chambre repeinte en rose poudré, nouveau rideau, une coiffeuse avec une lumière annulaire. Légende, enfin j'ai mon propre espace. Ma mère avait commenté, ça rend très beau, ma chérie. J'ai fait défiler le chat en arrière. 14 jours de messages sur la rénovation de la chambre de Megan, une recette de chili au slow cooker trouvée par Linda, et une photo des nouvelles plants de tomates de mon père.
14 jours d'une famille qui continuait comme si un membre n'avait pas été amputé. J'ai posé le téléphone face contre le bureau. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon application bancaire. L'écran des prélèvements automatiques brillait. 3 lignes, 3 bouées de sauvetage qui partaient de mon compte vers une maison qui avait gratté mon nom de ses murs. Greg était rentré chez lui. Le bureau était sombre, sauf mon ordinateur portable. Je suis resté assise là, le curseur au-dessus de « Annuler le paiement récurrent ». Je n'ai pas cliqué. Pas encore. Je me suis dit que j'étais stratégique, que couper l'argent sans prévenir serait imprudent, que j'avais besoin d'un plan, qu'une professionnelle de la finance ne prend pas de décisions impulsives. Mais c'était un mensonge. Je n'ai pas annulé parce qu'une partie stupide et têtue de moi rafraîchissait encore mon téléphone à minuit, en attendant une notification qui disait « Maman » ou « Papa » et commençait par « On est désolé ». La notification n'est jamais venue. Les prélèvements ont continué pour l'instant. Jour 16. Mon téléphone s'est allumé. Megan. Un sursaut d'espoir, ou son cousin moins cher, le réflexe, m'a traversé avant que je puisse l'arrêter. J'ai décroché. Hey, a dit Megan, décontractée comme si elle rappelait pour une commande à emporter. Alors, mon assurance voiture est due la semaine prochaine. Tu peux t'en occuper? Pas de « bonjour ». Pas de « où es-tu » Pas de « est-ce que tu vas bien ?» Elle a continué, « Ah, et maman dit que le chauffe-eau est tombé en panne. Elle a besoin d'environ $2000. » J'ai laissé le silence durer 3 secondes. Megan détestait le silence. Elle l'a rempli. « Allô? Johanna? Tu es là. Megan, tu sais où je suis en ce moment? Je ne sais pas Nashville. Peu importe. Tu peux juste envoyer. Je suis à Austin, au Texas. Je suis ici depuis 2 semaines. Silence. Puis, ok, cool. Alors, pour l'assurance? J'ai raccroché. J'ai posé le téléphone sur mon bureau et je l'ai regardé comme s'il avait des dents. 16 jours. Les premiers mots de ma famille pour moi étaient un montant en dollars. C'était le moment. Pas le licenciement, pas les cartons, pas les mains de mon père qui pliaient mes chemises. C'était Megan qui appelait depuis la chambre qu'elle avait volée, me demandant de payer la voiture que je n'avais jamais voulu co-signer, sans savoir ou sans se soucier que j'avais déménagé dans un autre état. J'ai ouvert mon ordinateur, créé un nouveau document, et j'ai fait ce que j'aurais dû faire des années plus tôt. J'ai écrit un email professionnel, le genre que j'écrirais à un client pour résilier un contrat. Termes clairs, date précise, pas d'émotion, pas d'accusation, préavis de 30 jours. Greg avait toujours dit que je saurais quand le moment arriverait. Il avait raison. Il n'est pas arrivé avec un coup de tonnerre. Il est arrivé avec Megan disant « Cool. Alors, pour l'assurance ?» J'ai écrit l'email à 23h14 un mardi. Le bureau était silencieux. La circulation d'Austin bourdonnait 2 étages plus bas. J'ai mis en copie les 3, Linda, Ray, Megan, parce que la clarté ne fonctionne pas en chuchotement. Objet, transition financière préavis de 30 jours. Le corps faisait 4 paragraphes. Pas d'histoire, pas de chagrin, juste de la structure. À compter du 1er mai, je cesserai les paiements mensuels suivants. Hypothèque de la maison au 14 Birchland, Carterville, $2400. Prime d'assurance santé pour Ray Sinclair, $780. Prêt automobile pour le véhicule enregistré au nom de Megan Sinclair, $650. Ces paiements ont été maintenus à mes frais personnels pendant des périodes allant de 2 à 8 ans. Cet email constitue un préavis formel de 30 jours de cessation. Pour l'assurance de papa, je prolongerai les paiements de 60 jours supplémentaires au-delà du 1er mai afin de laisser le temps nécessaire pour une inscription sur le marché ou Medicaid. Je suis prête à fournir des conseils sur le processus de demande. Ce n'est pas une punition. C'est une transition. Je vous donne 30 jours pour organiser des solutions financières alternatives. J'ai signé de mon nom complet, pas, avec amour, pas, votre fille, juste Johanna Sinclair. Greg était encore réveillé. Je lui ai transféré l'email avant d'appuyer sur envoyer. Sa réponse est arrivée en 2 minutes, professionnelle, propre, aucune faiblesse. Envoi. J'ai laissé le curseur au-dessus du bouton à 23h47.
15 ans de chèques, de virements, de prélèvements automatiques, de silence et de carrés au citron. 15 ans d'être la ligne budgétaire que personne ne lisait mais dont tout le monde dépendait. Tout cela se trouvait derrière un seul clic. J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai fermé l'ordinateur, je suis rentré à mon appartement et j'ai dormi 7 heures d'affilée pour la première fois depuis des mois. La tempête arriverait le matin. Je le savais. Mais cette nuit-là, le silence était à moi. 7 heures du matin. Je me suis réveillé avec un écran de téléphone plein de débris. 14 appels manqués de ma mère, 6 de Mégane, 2 de mon père. Une cascade de textos empilés comme des briques. Linda 6h02, Johanna Marie Sinclair, appelle-moi tout de suite. Linda 6h11, tu ne peux pas faire ça à ta famille. Linda 6h34, ta grand-mère aurait honte de toi. Mégane 6h08, WTF Johanna. Mégane 6h15, tu ne peux pas juste me couper comme ça. C'est ma voiture. Mégane 6h22, maman est littéralement en train de pleurer. Tu es contente? Ray 6h41, appelle ta mère. J'ai lu chaque message. Puis j'ai posé le téléphone et j'ai fait du café. Voici ce que j'ai remarqué, 14 appels manqués, 26 textos, et pas un seul qui commence par « Est-ce que tu vas bien ?» Pas un qui dise « Tu nous manques ». Pas un qui reconnaisse que j'étais parti depuis plus de 2 semaines et que personne n'avait pensé à vérifier. Quand j'ai arrêté de payer, ils l'ont remarqué en 7 heures. Quand j'ai arrêté d'exister sous leur toit, ils ne l'ont pas remarqué pendant 16 jours. Je n'ai pas répondu. J'ai sauvegardé les messages, pas comme preuve, pas pour un tribunal ou un post sur les réseaux. Je les ai sauvegardés comme rappel pour la prochaine fois où cette voix têtue dans ma tête murmurerait, peut-être qu'ils ont changé. À midi, mon téléphone a sonné à nouveau. Tante Patty. J'ai décroché. Johanna, ma chérie, est-ce que tu vas bien? 5 mots, et elle était la première personne de ma famille à les dire. Ta mère appelle tout le monde. Elle raconte que tu as abandonné la famille. Une pause. Mais j'étais là cette nuit-là, Johanna. J'ai vu ce qui s'est passé et j'aurais dû dire quelque chose. Je ne l'ai pas fait. Je suis désolé. Ça m'a fendu plus que tout ce que Mégane ou ma mère avaient lancé. Patty m'a raconté ce que je ne pouvais pas voir depuis Austin. Ta mère raconte aux dames de l'église que tu as coupé les ponts avec la famille parce que tu es amère d'avoir perdu ton travail. Elle utilise des mots comme égoïste et ingrate. Elle a même dit, après tout ce que nous avons fait pour elle. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour moi, Patty? Elle est restée silencieuse. Je sais. Je sais. Mégane avait posté sur Facebook. Pas de nom, mais assez évident, quand ta propre sœur met l'argent avant la famille. 37 likes, 12 commentaires, tous solidaires. Je n'ai pas regardé. Patty a continué, ta mère panique pour l'hypothèque. Elle ne savait pas que c'était 2400$ par mois. Elle pensait que c'était 800. Elle n'a jamais regardé un relevé. Non, elle n'a jamais eu à le faire. Tu t'en es assuré. J'ai laissé ça retomber. Et papa, il reste assis sous le porche. Il ne dit pas grand-chose. Je pense qu'il sait qu'il avait tort, Johanna. Mais ton père n'a jamais admis une seule fois en 64 ans qu'il avait tort sur quelque chose. Il tient ça de son père. J'ai presque souri. Presque. Puis Patty a dit quelque chose qui m'a serré la poitrine, Mégane a quitté son travail la semaine dernière. Celui au salon, le seul qu'elle avait. Elle a dit que le trajet était trop long. Ta mère paie maintenant les courses avec une carte de crédit. J'ai remercié Patty. Je ne lui ai pas demandé d'intervenir. Je ne lui ai pas demandé de transmettre un message. Elle m'avait déjà donné la seule chose que personne d'autre ne m'avait donnée, de l'honnêteté. Avant de raccrocher, elle a dit, cette nuit-là, quand tu as porté ces cartons dehors, je me suis levé. Je voulais dire quelque chose. Ta mère m'a regardé et je me suis rassise. Je suis malade de ça depuis. Je sais, Patty. Les semaines qui ont suivi l'email ont été les plus dures et les plus claires de ma vie. Dures parce que le chagrin se moque de vos relevés bancaires. Claires parce que pour la première fois en 15 ans, mon calendrier m'appartenait. Sinclair & Whitmore a signé un nouveau client, une chaîne familiale de restaurants mexicains avec 11 établissements dans le centre du Texas. Ils avaient besoin d'un plan de restructuration complet.
C'était le plus gros contrat que nous ayons jamais obtenu, et c'était à moi de le diriger. J'ai travaillé 12 heures par jour, non pas parce que je fuyais quelque chose, même si je ne prétendrai pas que le travail n'aidait pas à remplir le silence. Mais parce que j'avais passé des années à donner mes meilleures heures à l'entreprise de quelqu'un d'autre et mon meilleur argent à des gens qui l'avaient emballé dans des cartons. C'était différent. Chaque tableur que je construisais, chaque proposition que je rédigeais, chaque appel client que je prenais, ça me revenait. Greg et moi avons commencé à planifier l'expansion, 3 nouvelles embauches, un plus grand bureau dans le quartier des entrepôts. Il voulait organiser un événement d'inauguration, inviter des clients, des partenaires, quelques journalistes locaux, rendre ça officiel. « Tu es partante ?» m'a-t-il demandé. « Je suis partante. Mais pas de famille. » Compris. Ce samedi soir, j'ai appelé grand-mère Ruth à Sycamore Ridge, la résidence assistée près d'Atlanta. Elle ne savait rien de tout ça. Je lui ai raconté la version courte, le licenciement, l'expulsion, le déménagement. Elle a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai terminé, elle est restée silencieuse longtemps. Puis, je savais que ce jour viendrait. J'espérais simplement qu'il n'aurait pas à arriver. Grand-mère, j'ai lancé une entreprise. Nous ouvrons un nouveau bureau le mois prochain. Johanna, je veux être là. Ma gorge s'est serrée. Tu seras au premier rang. Il faudra que quelqu'un me conduise. Demande à ton associé. Greg viendra te chercher lui-même. Bien. Dis-lui de conduire lentement. J'ai 84 ans. Le 1er mai est arrivé comme les échéances arrivent, silencieusement pour celles qui les avaient fixées, bruyamment pour tous les autres. Ce matin-là, pour la première fois en 5 ans, aucun paiement n'est parti de mon compte pour le 14 Birchland, Carterville, Géorgie. Le prélèvement automatique avait été annulé. L'argent est resté là où il était. J'étais en réunion client quand mon téléphone a vibré. Je l'ai laissé. Il a vibré à nouveau à l'heure du déjeuner, puis à 14 heures. À 16 heures, j'avais 9 appels manqués de ma mère. J'ai écouté un message vocal. Sa voix était différente, pas en colère. Fine, prudente. Johanna, il y a une lettre de la banque. Le paiement de l'hypothèque n'est pas passé. Ils disent que c'est en retard. Est-ce que tu as oublié de payer? Je l'ai rappelé à 18 heures, assise dans mon bureau porte fermée. Maman, je t'ai envoyé un email il y a 30 jours. Tu l'as lu? Cet email? Je pensais que tu étais contrarié. Je pensais que tu te calmerais. J'étais calme quand je l'ai écrit. Je suis calme maintenant. Les paiements ont cessé. Johanna, tu ne peux pas. Tu as 30 jours pour contacter la banque et discuter des options de restructuration. Je t'enverrai un guide sur les questions à poser. Silence. Puis la voix de ma mère s'est brisée. Pas la fissure théâtrale qu'elle utilisait quand elle avait besoin de la sympathie de Meghan, mais quelque chose de plus rare, de plus petit. C'est notre maison, Johanna. J'ai fermé les yeux. C'est la maison que j'ai payée pendant 5 ans et vous m'avez demandé de la quitter. Elle a raccroché. Je m'attendais à ressentir quelque chose de tranchant. De la culpabilité peut-être, ou de la satisfaction. Ce que j'ai ressenti était plat, comme si j'avais terminé une déclaration de revenus. Les chiffres étaient corrects. Le formulaire était rempli. Il n'y avait plus rien à calculer. Cette nuit-là, pour la première fois, mon père m'a appelé directement. Il a appelé à 22 heures, heure du centre. J'étais sur le canapé dans mon appartement en train de lire un prospectus client. L'écran disait « Papa ». J'ai posé le prospectus. Johanna. Une longue pause, du genre qui porte du poids. Je ne sais pas quoi dire. Tu pourrais commencer par désolé. Autre pause. Je l'ai entendu expirer. Lentement, lourdement. La façon dont il respirait quand son taux de sucre était élevé. Je ne suis pas doué pour ça, Johanna. Ta mère a dit que cette nuit-là était ce qu'il y avait de mieux pour tout le monde. Je l'ai cru. Tu as emballé mes affaires dans des cartons, papa. Devant tante Patty. Devant madame Dawson. Tu pensais que c'était ce qu'il y avait de mieux pour moi. Rien. Papa. Non, a-t-il dit. Non, je ne le pensais pas.
La ligne est devenue assez silencieuse pour entendre une télévision en arrière-plan. Un jeu télévisé. Meghan était probablement dans mon ancienne chambre avec la porte fermée et les nouveaux rideaux tirés. J'ai besoin d'aide pour l'hypothèque, a-t-il dit. Je ne travaille qu'à temps partiel. L'assurance aussi. Ton email disait 60 jours supplémentaires, mais après ça je ne sais pas. Je t'ai envoyé un guide d'inscription sur le marché dans ton email. Patty peut t'aider à remplir les papiers. Tu seras éligible aux subventions. Johanna. Papa, je répondrai aux questions sur le processus. Je n'enverrai pas d'argent. Il a respiré à nouveau. Ta mère dit que tu nous punis. Je ne punis personne. Je vis la vie que j'aurais dû commencer il y a longtemps. Le silence s'est étiré entre la Géorgie et le Texas comme un fil trop tendu. Puis, presque en chuchotant, je sais que j'avais tort cette nuit-là. Je ne sais simplement pas comment réparer ça. C'était ce qui se rapprochait le plus d'une excuse que Ray Sinclair ait jamais prononcée. Ce n'était pas assez, mais c'était quelque chose. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, Johanna. J'ai raccroché. L'appartement était silencieux. Le silence était à moi. Je veux faire une pause ici une seconde. Quand mon père a dit, je sais que j'avais tort, une partie de moi, celle qui se souvient encore qu'il m'avait appris à faire du vélo à 6 ans, voulait répondre, alors viens le réparer. Mais j'ai appris que savoir qu'on a tort et choisir de faire quelque chose à ce sujet sont deux choses très différentes. Si vous regardez ceci et que vous avez déjà attendu des excuses qui sont venues près mais n'ont jamais tout à fait arrivé, je comprends. Laissez un commentaire ci-dessous. Avez-vous attendu ou êtes-vous parti? Et si cette histoire vous touche, abonnez-vous. J'arrive presque à la partie où tout change. 6 semaines après l'email, mi-juin, la chaleur du Texas appuyait contre les fenêtres du bureau comme une paume. Mon téléphone a sonné. Meghan, en pleurs cette fois. De vrais pleurs. Pas le genre décoratif qu'elle utilisait au dîner de famille. Johanna, ils vont prendre ma voiture. La banque a envoyé un avis de saisie. Tu as co-signé. Ça va aussi détruire ton crédit. J'attendais cet appel depuis 3 semaines. J'avais déjà réglé ça. J'ai parlé à la banque, ai-je dit. Mon avocat a soumis une demande de libération basée sur le défaut de paiement de l'emprunteuse. Mon nom sera retiré du prêt dans les 10 jours ouvrables. Tu as un avocat? Le prêt est à toi maintenant, Meghan. Tu as 15 jours pour rattraper les paiements ou rendre le véhicule. Tu ruines ma vie. J'ai marqué une pause. J'ai laissé la phrase se dissoudre. Non, j'arrête de ruiner la mienne. Elle a raccroché. 10 minutes plus tard, ma mère a appelé. J'ai laissé sonner. Message vocal. Tu sais que ta sœur est en train de sangloter en ce moment? Est-ce que tu as seulement un cœur, Johanna? J'ai mis le téléphone en silencieux et je suis retourné au fichier de restructuration. Marge, coût de main-d'œuvre, renégociation de bail. Des chiffres qui avaient du sens, des chiffres qui ne criaient pas. 2 semaines plus tard, Patty m'a dit que la voiture avait disparu. Saisie dans l'allée un jeudi après-midi pendant que Meghan regardait la télévision à l'intérieur. Un camion de remorquage, un clipboard, et 38 000 $ d'entitlement qui descendait Birchland dans le rétroviseur. Meghan devait maintenant rouler avec ma mère partout, au supermarché, aux rares entretiens d'embauche qu'elle acceptait d'aller passer, partout. C'était la première fois de sa vie qu'elle ne pouvait pas quitter une pièce en tournant une clé. Puis quelque chose que je n'attendais pas est arrivé par la poste. Pas une facture, pas une menace, une lettre. Manuscrite par grand-mère Ruth. L'enveloppe était fine. Une feuille pliée en 3. Son écriture tremblait comme toujours depuis que le tremblement avait commencé. Mais les mots étaient stables. Johanna, j'ai tout entendu. Je ne suis pas surprise. Je suis triste, mais pas surprise. J'ai vu Linda favoriser Meghan depuis que cette fille avait 5 ans. Et je lui ai dit plus d'une fois qu'elle construisait une maison sur le dos d'une fille et la décorait pour l'autre. Elle n'a pas écouté. Elle n'écoute jamais. Tu as fait ce qu'il fallait. Aider sans limite n'est pas de la générosité, Johanna. C'est de la servitude. Et tu as servi assez longtemps. Je veux venir à ton inauguration. Si tu veux bien de moi, dis à ce grec de conduire prudemment.
Je n'ai pas survécu 84 ans pour mourir sur une autoroute du Texas. Avec amour, grand-mère Ruth. Je l'ai lu 2 fois à mon bureau, puis une 3e fois. Puis je l'ai posé parce que les mots devenaient flous. En 2 mois, une seule personne de ma famille m'avait dit que j'avais fait ce qu'il fallait. Une seule, une femme de 84 ans dans une résidence assistée qui arrivait à peine à tenir un stylo. Je l'ai appelée ce soir-là. Grand-mère, tu viens. Greg viendra te chercher lui-même. Premier rang. J'ai ri. C'était le premier vrai rire depuis des semaines. Avant de raccrocher, elle m'a dit une dernière chose, Linda m'a appelé la semaine dernière. Elle m'a dit, tu as trahi la famille. Je lui ai répondu que la seule personne trahie dans cette histoire était Johanna. Elle m'a raccroché au nez. Elle t'a raccroché au nez? Elle fait ça quand elle entend quelque chose qu'elle ne peut pas contredire. Tu tiens ton entêtement d'elle, Johanna. Mais tu tiens ta colonne vertébrale de moi. L'inauguration était prévue pour le dernier samedi de juin. Greg a envoyé les invitations par email et LinkedIn, clients, propriétaires d'entreprises locales, un journaliste de l'Austin Business Journal, et quelques collègues du monde de la finance qui avaient suivi notre croissance. L'une de ses collègues était Karen Webb. Karen et moi avions travaillé ensemble brièvement chez Ashford il y a des années. Elle était restée à Nashville, mais avait suivi ma carrière comme les gens le font, de loin, en périphérie, jusqu'à ce que quelque chose d'intéressant se produise. Karen a reçu son invitation et a fait ce que Karen faisait toujours, elle l'a partagé. Un post rapide dans le groupe de discussion des femmes de son église. Le même groupe que fréquentait ma mère. Johanna Sinclair lance sa propre entreprise de conseil financier à Austin. Inauguration ce mois-ci. Très fier d'elle. Il a fallu 4 heures. 4 heures pour que le message passe du téléphone de Karen au groupe de discussion, puis à l'écran de Linda Sinclair. Patty m'a appelé ce soir-là, ta mère l'a vu. Vu quoi? Karen a posté sur ton entreprise. Ta mère l'a lu à la table de la cuisine. Je n'ai jamais vu son visage faire ça avant. Faire quoi? Devenir blanc, puis rouge, puis simplement immobile. Linda a appelé Megan dans la cuisine. Tu savais que ta sœur avait une entreprise. Megan, une entreprise. Quel genre d'entreprise? Linda m'a appelé. Je n'ai pas décroché. Elle a rappelé. Puis elle a appelé Patty. Pourquoi Johanna a une entreprise et personne ne me l'a dit? Patty, et je l'aimerais pour ça, a répondu, peut-être parce que personne ne lui a jamais demandé. Linda, ce soir-là, selon Patty, a dit 4 mots à mon père pendant le dîner. 4 mots qui m'ont tout dit sur ce qui allait arriver, nous allons à Austin. Je ne savais pas qu'il venait. Je l'ai découvert de la manière forte. Le nouveau bureau était magnifique. Je le dis simplement parce que j'ai passé trop d'années à me faire petite sur des choses que j'avais gagnées. 2800 pieds carrés dans un entrepôt transformé sur West 4th Street. Briques apparentes, grandes fenêtres, 8 bureaux, une salle de conférence avec une paroi en verre, et au-dessus de l'entrée, en lettres grises charbon propre, Sinclair & Whitmore Financial Advisory. Greg s'était surpassé pour l'événement, 52 invités, 20 et eau pétillante, ces petites bruschettas de l'italien sur South Congress, des guirlandes lumineuses au plafond, une sono jouant du jazz doux. Grand-mère Ruth était assise au premier rang dans son fauteuil roulant, portant les boucles d'oreilles en perles qu'elle gardait pour les occasions qu'elle considérait dignes. Elle avait dit à Greg pendant le trajet depuis l'aéroport, s'il n'y a pas de siège côté allée, roulez-moi jusqu'au premier rang. Je n'ai pas pris l'avion pour le Texas pour regarder le dos des têtes des gens. Je me suis tenu au pupitre à 19h30, blazer gris, cheveux attachés, mains stables. Il y a 2 ans, j'ai commencé cette entreprise à une table de cuisine avec un seul associé et un seul client. Ce soir, nous sommes dans un vrai bureau avec de vrais clients et un vrai avenir. Je veux remercier Greg Whitmore, qui y a cru avant moi. Notre équipe, Lisa, Marcus, Devon, Priya, et nos 3 nouveaux membres. Et nos clients qui nous ont fait confiance avec leurs chiffres et les moyens de subsistance de leur famille. Puis j'ai regardé Ruth, et je veux remercier ma grand-mère, Ruth Sinclair. Elle m'a appris que la générosité est une force, mais savoir quand s'arrêter est de la sagesse. Ruth a levé la main. Un petit geste. La salle a applaudi. 40 minutes plus tard, je serrais la main d'un propriétaire de restaurant de San Marcos quand tante Patty est apparue à l'entrée. Elle avait pris l'avion sans me le dire.
Elle a traversé la salle et m'a serré fort dans ses bras. Je te devais ça depuis cette nuit-là, a-t-elle murmuré. Je remplissais mon verre d'eau quand la porte d'entrée s'est ouverte et que l'énergie dans la salle a changé, comme l'air avant une tempête. Une baisse de pression que l'on sent dans les dents. Linda est entrée la première, cheveux coiffés, robe d'église. Megan derrière elle en jean et veste empruntée à quelqu'un. J'ai reconnu celle de Patty. Et derrière elle deux, s'attardant sur le seuil comme s'il n'était pas sûr que le sol le supporterait, mon père. Ma mère a balayé la salle du regard, le logo, les bureaux, la salle de conférence, la foule. 50 personnes qui connaissaient mon nom et aucune ne connaissait le sien. Elle est venue droit vers moi. Elle n'a pas regardé Ruth. Elle n'a pas regardé Patty. Johanna, pourquoi nous as-tu caché ça? J'ai posé mon verre. Maman, tu as vidé ma chambre avant même que je rentre. Tu as emballé mes affaires. Tu ne m'as pas appelé pendant 2 semaines. Et maintenant tu veux savoir pourquoi je ne t'ai pas parlé de ma vie? Les conversations à proximité se sont arrêtées. Un client de Dripping Springs a baissé son verre de vin. Lisa, notre responsable de bureau, a regardé Greg. Greg m'a regardé. Il n'a pas bougé. Il est simplement resté assez près pour être vu. Megan s'est avancée. Donc tu avais de l'argent tout ce temps et tu les as laissés prendre ma voiture? La voiture que j'ai co-signée? La voiture que je t'ai demandé de gérer il y a 2 ans? La voiture que tu as conduite jusqu'à ta nouvelle chambre? Mon ancienne chambre? La nuit où tu n'as pas demandé si j'avais un endroit où dormir? Le jazz continuait de jouer. Personne ne touchait à son verre. Depuis son fauteuil roulant, la voix de Ruth a traversé la salle, claire, stable, la voix d'une femme qui avait passé 84 ans à apprendre quand parler et quand se taire. Linda, ce n'est pas ta place. Sors. Ma mère est devenue blanche. Ma mère a commencé à pleurer. Mais ce n'était pas le salon de Carterville, et ce n'était pas ses voisins. Personne n'a tendu de mouchoir. Personne ne lui a frotté le dos. J'ai tout sacrifié pour cette famille. Maman. Ma voix était égale. Le même ton que j'utilise dans les présentations clients quand les chiffres sont mauvais et que le client a besoin de les entendre quand même. J'ai payé ton hypothèque pendant 5 ans. J'ai payé l'assurance de papa pendant 8 ans. J'ai payé la voiture de Megan pendant 2 ans. Rien de tout cela n'était ton sacrifice. C'était le mien. Et vous m'avez remboursé en emballant mes affaires dans des cartons la nuit où j'ai perdu mon travail. La salle était immobile. J'entendais la glace se tasser dans le verre de quelqu'un. Megan a essayé, c'est tellement injuste. Tu essaies de nous embarrasser. Je n'embarrasse personne. J'énonce des faits. Dans mon propre bureau, lors de mon propre événement. J'ai soutenu son regard jusqu'à ce qu'elle détourne les yeux. Puis mon père s'est avancé, passant devant ma mère, devant Megan. Il s'est tenu devant moi, les mains le long du corps et les épaules plus basses que je ne les avais jamais vues. Johanna. Sa voix était épaisse. Je suis désolé. 2 mots, sans qualificatif, sans, mais, sans, ta mère a dit. Je l'ai regardé. Cet homme qui avait passé 64 ans à éviter toutes les conversations difficiles, qui avait plié mes chemises dans un carton plutôt que de plier sa fierté. Et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu avant, il avait honte. Merci, papa, ai-je dit. C'est la première chose honnête que quelqu'un de cette famille m'ait dite en 2 mois. Je me suis tourné vers ma mère et ma sœur, je pense que vous devriez partir. C'est un événement professionnel. Greg a ouvert la porte. Linda et Megan sont sortis sans un mot. Mon père s'est attardé une seconde, a regardé l'enseigne au-dessus de mon bureau, puis il les a suivis. Les derniers invités sont partis à 21h. Greg a verrouillé la porte. Les traiteurs ont emballé les plateaux de bruschetta. Les guirlandes lumineuses pendaient encore du plafond comme de petits points de ponctuation à la fin d'une phrase que j'essayais de terminer depuis 15 ans. Ruth et moi sommes restés assises dans le bureau vide, son fauteuil roulant garé à côté de mon bureau. Patty était rentrée à l'hôtel, promettant de revenir le lendemain matin. Ruth a tendu la main et a pris la mienne. Sa peau était fine. Sa poigne ne l'était pas. Je suis fière de toi, a-t-elle dit. Pas à cause de ça, elle a fait un geste vers la salle, mais parce que tu t'es arrêté avant qu'il ne soit trop tard.
J'aimerais m'être arrêté plus tôt. Alors commence à partir d'ici. J'ai regardé le logo sur le mur du fond, les bureaux, la salle de conférence, la terrible écriture de Greg encore sur le tableau blanc de la session de stratégie de la semaine dernière. Tout cela était réel, tout cela était à moi. Tu me l'as dit. Je te le redis parce que tu as besoin de l'entendre 2 fois. Elle a serré ma main. Linda est ma fille. Je l'aime. Mais elle a construit son monde sur ton dos et s'y est tellement habituée qu'elle a oublié que tu étais en dessous. Ce n'est pas de l'amour. C'est du mobilier. J'ai ri. Ça faisait mal et ça guérissait en même temps. Patty avait mentionné une dernière chose avant de partir discrètement près du porte-manteau. Linda a dit à ton père sur le chemin de l'hôtel qu'elle allait appeler un avocat pour voir si elle pouvait t'obliger à continuer à payer l'hypothèque. J'ai hoché la tête. Je n'étais pas inquiète. La générosité ne vient pas avec une assignation. Les semaines qui ont suivi l'inauguration se sont déroulées comme la gravité, lentement, puis d'un coup. Patty me tenait au courant, non pas parce que je le demandais, mais parce qu'elle avait décidé que jouer le rôle d'observatrice silencieuse de la famille n'était plus un rôle qu'elle pouvait supporter. L'hypothèque, 2 mois de retard. La banque a émis un avertissement de 60 jours. Linda et Ray ont demandé une modification de prêt, mais avec le revenu à temps partiel de Ray et sans second revenu, les chiffres ne fonctionnaient pas. La banque a proposé 2 options, vendre la maison ou prendre un locataire pour les chambres à l'étage. Ils ont choisi le locataire. Un étudiant diplômé de Kenso State a emménagé en août. Linda a détesté chaque minute. La voiture de Megan, partie, saisie, vendue aux enchères, solde encore due. Son score de crédit est tombé sous les 5 cents. Elle devait maintenant rouler avec Linda partout, au supermarché, aux rares entretiens d'embauche, partout. C'était la première fois de sa vie qu'elle ne pouvait pas quitter une pièce en tournant une clé. L'assurance de mon père, le plan du marché coûtait plus cher que ce que je payais, même avec la subvention. Patty l'a aidé à remplir les papiers. Il a grommelé sur le site web. Il a rempli toutes ses ordonnances à temps. La réputation de Linda, le poste de Karen avait fait son travail discret. Les femmes de l'église savaient. Pas tout, mais assez. Assez pour poser à Linda des questions gentilles auxquelles elle ne pouvait pas répondre sans mentir. Comment va Johanna à Austin? On a entendu qu'elle avait lancé une entreprise. Ça doit te rendre si fière. Linda souriait à chacune d'elles. L'avocat qu'elle a consulté lui a dit qu'il n'existait aucun mécanisme légal pour obliger un enfant adulte à continuer un soutien financier volontaire. C'est de la générosité, a-t-il dit, pas un contrat. La générosité n'est pas un contrat. J'aurais pu le lui dire gratuitement. Elle a appelé un jeudi, début août. Je marchais en revenant du café sur Rainy Street, un americano glacé suant dans la main. J'ai failli ne pas décrocher. Johanna. Sa voix était différente, dépouillée. Pas la Linda qui présidait les réunions de famille ou rassemblait le groupe de l'église ou croisait les mains avant de rendre un verdict. C'était la Linda qui existait en dessous de tout cela. Plus petite, fatiguée, et pour la première fois dont je me souvienne, incertaine. Je sais que j'avais tort. Je n'aurais pas dû te faire partir. Je n'aurais pas dû laisser Megan dire ces choses. Elle a marqué une pause. Megan a toujours été proche de moi. Elle était à la maison. Tu étais toujours parti, à travailler, à voyager. J'ai choisi celle qui était près de moi. J'ai été égoïste. Je l'ai laissée parler. Elle avait au moins mérité ça. J'avais peur d'être seul. Johanna, ton père parle à peine. Megan était ma compagnie, alors je l'ai protégée. Même quand elle ne le méritait pas, même quand ça signifiait te faire du mal. Tu ne m'as pas juste fait du mal, maman. Tu m'as effacé. Silence. Qu'est-ce que je peux faire, a-t-elle demandé. Respecte ma décision. Je ne paierai plus vos factures. Ce n'est pas de la cruauté. C'est de la clarté. Si tu veux une relation avec moi, ça commence par me voir comme une personne, pas comme un chèque de paie. Tu es ma fille. Alors traite-moi comme telle. J'ai entendu sa respiration se bloquer. Puis la ligne est devenue silencieuse. Pas un raccrochage, juste du vide. Le genre de vide qui s'installe entre 2 personnes qui n'ont pas encore les bons mots, mais qui pourraient éventuellement les trouver.
Elle a dit « D'accord ». Puis elle a raccroché. Je suis resté sur le trottoir une minute entière. Je ne ressentais pas de colère. Je ne ressentais pas de triomphe. Je ressentais quelque chose que je n'attendais pas, de la propreté, comme une fenêtre que quelqu'un avait enfin ouverte après des années de peinture qui la scellaient. 3 jours après l'appel de ma mère, Megan m'a envoyé le plus long texto qu'elle ait jamais écrit. Je sais qu'il était le plus long parce qu'en 30 ans d'être sa sœur, ses messages n'avaient jamais dépassé 2 lignes. Johanna, je sais que j'ai tout gâché. Je sais que j'aurais dû te demander comment tu allais cette nuit-là. Je sais que l'histoire de la voiture était mal. J'ai toujours pensé que tu avais tout compris et que j'étais celle qui luttait. Maman disait toujours que tu étais la forte et que j'étais celle qui avait besoin d'aide. Je l'ai cru. Je suis désolé. Je l'ai lu 2 fois. Il y avait quelque chose de réel dedans. Pas beaucoup, mais un fil. Le genre de fil que, si on le tire avec précaution, pourrait défaire quelque chose qui vaut la peine d'être reconstruit. Puis j'ai fait défiler vers le bas, est-ce qu'on peut parler de la situation de la voiture? J'en ai vraiment besoin. J'ai arrêté de lire. Voilà. L'excuse était une porte et derrière la porte se trouvait une caisse enregistreuse. Peut-être qu'elle pensait la première partie. Je pense que oui. Mais la deuxième partie prouvait que Megan ne pouvait toujours pas séparer, je suis désolé, j'ai besoin. J'ai répondu, Megan, j'accepte tes excuses pour les mots de cette nuit-là. Ça a demandé du courage. Mais je ne discuterai plus d'argent avec toi. Si tu as besoin de conseils financiers, je peux te recommander un conseiller. Je t'aime, mais j'ai besoin d'espace. Elle n'a pas répondu. 2 semaines plus tard, Patty m'a dit quelque chose qui m'a fait poser doucement mon téléphone et fixer le mur pendant un moment. Megan était allée à un entretien d'embauche dans un magasin de jardinage. Le premier vrai entretien auquel elle avait assisté en 3 ans. Elle ne l'avait pas eu. Puis elle avait postulé à nouveau et avait été embauchée la 2e fois. Petit, fragile, mais à elle. Peut-être que ce fil valait quelque chose après tout. Fin août. Je relisais une projection trimestrielle quand Priya a frappé à la porte de mon bureau. Il y a un homme dans le hall. Il dit s'appeler Sinclair. Ma poitrine a fait quelque chose d'involontaire. Fais-le entrer. Ray est entré dans mon bureau comme il entrait dans tout, lentement, épaules légèrement voûtées, yeux balayant la pièce comme s'il en faisait l'inventaire. Il a regardé les bureaux, les photos de l'équipe sur le mur, le tableau blanc, la salle de conférence. Puis il a vu l'enseigne sur ma porte, cofondatrice Johanna Sinclair. Il est resté longtemps devant. Je ne savais pas que tu avais une entreprise, a-t-il dit, les yeux toujours sur l'enseigne. Je ne savais pas que tu payais notre hypothèque depuis 5 ans. Je ne savais pas que ton assurance me gardait en vie. Il s'est tourné vers moi. Je ne savais pas parce que je n'ai pas demandé. C'est de ma faute. Il s'est assis dans le fauteuil en face de mon bureau. Il avait l'air plus vieux que 64 ans. Le vol l'avait fatigué. Ou peut-être tout ce qui s'était passé avant le vol. Je ne suis pas venu demander de l'argent, a-t-il dit. Je voulais juste voir ça. Ce que tu as construit. Pourquoi? Parce que j'aurais dû le voir il y a longtemps. Ses yeux sont devenus humides. Ray Sinclair, l'homme qui n'avait pas pleuré à l'enterrement de sa propre mère, a pressé son pouce et son index contre l'arête de son nez et a laissé ses épaules trembler. Je ne l'ai pas serré dans mes bras. Je n'étais pas prête. Mais je lui ai versé un verre d'eau de la carafe sur mon bureau et je me suis assise en face de lui. Papa, on peut reconstruire ça, mais ça commence de zéro. Pas d'argent, pas de culpabilité, juste de l'honnêteté. Il a hoché la tête. Il n'a rien promis de grand. Il n'a pas juré qu'il changerait. Il a simplement hoché la tête. Parfois c'est assez pour commencer. Parfois ça ne l'est pas. Mais j'étais prête à le découvrir. En septembre, la chaleur du Texas avait commencé à relâcher son emprise, et la tension dans ma poitrine que je portais depuis mars aussi. Sinclair & Whitmore avait 8 employés. Notre chiffre d'affaires trimestriel avait augmenté de 40%. Nous avions signé 2 autres clients restaurants, une petite entreprise de construction et un groupe de cabinets dentaires cherchant une restructuration de plans de retraite. De vraies entreprises avec de vraies familles derrière elles.
Le genre de client qui envoyait des cartes de remerciement après que vous leur aviez fait économiser 12 000 $ sur une stratégie fiscale. Je gardais chaque carte dans le tiroir de mon bureau. Mon appartement avait été amélioré, 2 chambres maintenant, même quartier. Je courais sur le sentier de Lady Bird Lake les matins où l'humidité le permettait. Les samedis soirs, je lisais sur le balcon. Les dimanches matins, j'appelais grand-mère Ruth. À Carterville, la nouvelle normalité s'était installée comme la poussière après une démolition. La maison sur Birchland avait un étudiant diplômé qui louait l'étage. Linda cuisinait le dîner tous les soirs dans une cuisine qui n'était plus entièrement la sienne. Elle gérait l'hypothèque réduite, tout juste, mais il gérait. L'appartement de Megan était un studio au-dessus d'un pressing sur Main Street. Elle travaillait au magasin de jardinage 5 jours par semaine. Ce n'était pas une carrière, mais c'était un chèque de paie avec son nom dessus. Et elle n'avait pas démissionné. Mon père et moi parlions toutes les 2 semaines, des appels courts, prudents. Nous parlions de la météo à Austin, de ses plants de tomates, d'un documentaire qu'il avait regardé sur PBS. Nous ne parlions pas de la nuit avec les cartons. Pas encore. Mais les appels continuaient, et c'était quelque chose. Ma mère et moi n'avions pas parlé depuis août. Je n'ai pas fermé la porte. Je ne l'ai simplement pas ouverte. Megan m'a envoyé une photo un après-midi. Pas de légende, pas de demande, juste une photo d'une petite plante grasse qu'elle avait plantée sur le balcon de son appartement. Je n'ai pas répondu, mais je l'ai sauvegardée. Mon appel du dimanche avec grand-mère Ruth a duré plus longtemps que d'habitude cette semaine-là. Elle avait eu une bonne journée, elle avait marché 2 fois dans le couloir avec son déambulateur, battu sa colocataire Margaret au Scrabble, et mangé une part de tarte qu'elle avait qualifiée de « tolérable », ce qui est un grand compliment venant d'elle. « Es-tu heureuse, Johanna ?» J'y ai réfléchi. Le bonheur semblait être le mauvais mot. Trop brillant, trop complet. Je suis en paix, ai-je dit pour la première fois. La paix est la meilleure forme de bonheur. Tout le reste est en plus. Je l'ai noté après avoir raccroché. Je l'ai collé au bas de mon moniteur où je le verrai chaque matin avant que les emails ne commencent. Le lendemain, j'ai fait quelque chose de petit. J'ai fait encadrer la lettre de Ruth, celle manuscrite avec l'écriture tremblante et les mots stables. Rien de luxueux, bois simple, vert devant. Je l'ai accroché au mur derrière mon bureau, juste à côté du logo Sinclair & Whitmore. Greg l'a remarqué, ta grand-mère. Il l'a lu à travers le verre. Elle a raison, tu sais, sur la servitude. Elle a raison sur la plupart des choses. Cet après-midi-là, je me suis tenu à ma fenêtre et j'ai regardé Austin faire ce qu'Austin fait, circulation, musique qui s'échappait d'un bar plus bas dans la rue, une femme qui courait avec un golden retriever. Personne dehors ne connaissait mon nom. Personne ne savait que j'avais été le distributeur automatique de la famille. Personne ne me devait rien, et je ne devais rien à personne. Ici, j'étais simplement Johanna, et ça suffisait. Lundi matin, 8h15. Je me suis assise à mon bureau avec un café et j'ai ouvert mon ordinateur. 3 nouvelles demandes de clients dans la boîte de réception, un calendrier rempli de réunions. La chaîne Techmex venait de signer pour une année supplémentaire. Greg a frappé à l'encadrement de la porte. Prête pour la semaine ? Prête. Il est parti. J'ai regardé la petite collection d'objets sur mon bureau, la lettre encadrée de Ruth, une photo de l'équipe à l'inauguration, un mug que Greg m'avait offert avec « cofondatrice » en lettres noires simples. Et une chose de plus, une photographie dans un cadre argenté bon marché. Moi à 22 ans, toque et toge, pompon épinglé, debout devant le panneau de l'université. La même photo que ma mère avait décrochée du mur le matin où elle savait que j'avais été licencié. La même que mon père avait mise dans un carton sans croiser mon regard. Elle était maintenant sur mon bureau dans mon bureau d'une entreprise dont le nom était sur le bâtiment. Je n'ai rien dit cette nuit-là, non pas parce que je n'avais pas les mots, mais parce que je savais que le silence dirait tout ce qu'ils avaient besoin d'entendre. Et finalement, il l'a fait. Je ne déteste pas ma famille. Je veux que ce soit clair. Je ne reste pas assise à mon bureau à comploter leur chute ou à imaginer leurs excuses. Je ne porte simplement plus leur poids. Les limites ne sont pas des murs, ce sont des portes. Je tiens la clé, et tenir cette clé n'est pas de la cruauté. C'est la première gentillesse que je me suis jamais faite.
Si vous êtes celle qui paie les factures pour lesquelles personne ne vous remercie, celle qui tient tout ensemble pendant que tout le monde traite votre effort comme de l'oxygène, invisible jusqu'à ce qu'il disparaisse, je veux que vous entendiez ceci. Vous avez le droit d'arrêter. Arrêter ne veut pas dire que vous ne les aimez pas. Ça veut dire que vous vous aimez enfin de la même façon que vous avez aimé tout le monde. Et si ça leur fait peur, s'ils vous traitent d'égoïste ou d'ingrate, rappelez-vous qu'ils ne vous pleurent pas. Ils pleurent la commodité que vous représentiez. Il y a une différence. Je m'appelle Johanna Sinclair. J'ai 37 ans. Je dirige une entreprise que j'ai construite de mes propres mains. Je dors dans un appartement que je paie avec de l'argent qui reste sur mon compte. Je parle à mon père toutes les 2 semaines. J'ai sauvegardé une photo de la plante de ma sœur. Et j'ai enfin arrêté d'être fine pour tout le monde. Merci d'être resté jusqu'à la fin. J'aimerais entendre votre histoire. Avez-vous déjà été la personne qui tient tout ensemble pendant que personne ne le remarque? Ou avez-vous été de l'autre côté et réalisé trop tard? Laissez votre réponse en commentaire. Et si cette histoire vous a fait ressentir quelque chose, si elle vous a rappelé que vos limites ne sont pas égoïstes, elles sont nécessaires, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Il y a plus d'histoires comme la mienne dans la description ci-dessous. On se voit dans la prochaine. Prenez soin de vous d'abord. Personne d'autre ne le fera.